Question, est-ce que tu vas vouloir être anonyme ou pas? Non, Pas du tout, ok. Ah oui, un mec qui est pas habitué à se foutre des trucs dans le cul, tu veux dire? Tu peux le mettre dans le... Non. Super. Ça va faire 2 génériques où on parle de trucs dans le cul. C'est pas grave, ça. Ça reste des sujets faciles quand même, hein. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Anaïs. Anaïs a 34 ans et avec elle, nous avons discuté des petites robes et des chaussures de rando, des garçons manqués et des filles intrépides, du fond des bouteilles de coca et des trous de mémoire, mais aussi des valises à faire en urgence, des chambres stériles et de la vie après la chimio. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne comme Anaïs, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui, déjà je trouve que les femmes, on est fortes. Toutes les femmes ont une très jolie silhouette et ce que le corps d'une femme peut traverser, les marques qu'il peut avoir, je trouve que ça en fait toute sa beauté, quoi. C'est quoi pour toi la féminité ? Est-ce que même ça veut dire quelque chose ? Pendant des années, j'ai cru que la féminité pouvait être quelque chose lié à l'apparence, aux vêtements, aux cheveux, à autre chose. Maintenant, c'est profond, quoi. C'est intérieur, la féminité. Pour moi, c'est une forme un peu d'élégance, faire les choses avec finesse, avec beaucoup de sensibilité. C'est vraiment d'avoir autant de force et autant de sensibilité en même temps. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille ? Ma maman, oui, hein. Elle était team girly. D'ailleurs, j'ai une grande sœur. Mais mon papa, il voulait un petit garçon, absolument. Mais mes parents, oui, ils ont été heureux, quoi qu'il arrive. Je veux dire, mon père m'en a jamais tenu rigueur que je sois une petite fille. Non, pas du tout. Je pense qu'on avait d'ailleurs un lien très fort du fait que je sois très nature, très manuelle, un peu en dedans, quoi. Des fois, je me demande si d'avoir autant senti mon papa vouloir un garçon, j'ai pas un peu pris ce côté garçon manqué qu'on m'a toujours attribué, quoi. Je dis garçon manqué, après c'est aujourd'hui comme on les définit, hein, mais j'ai toujours fait des cabanes, été sur les chantiers avec mon papa. Les gens te disaient beaucoup que t'étais un garçon manqué ? Oui, une anecdote que ma maman m'a racontée. Elle m'avait acheté un ensemble avec une petite robe très chic. Et je suis rentrée du repas de famille où on venait. La première chose que j'ai fait, c'est enlever les petits mocassins et enfiler les chaussures de randonnée avec la petite robe. Je pense que c'est pour ça un peu les gens avaient mémorisé cette image de cette petite fille un peu intrépide. Intrépide, qui est un terme beaucoup plus chouette que garçon Tout à manqué. fait. Voilà, je pense que j'avais pas le bon mot, mais aussi parce que voilà, à l'époque on utilisait énormément ce terme et j'étais le petit garçon manqué du village, quoi. Et justement, t'as grandi avec quelles images concernant les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes ? Malheureusement, j'ai grandi un peu avec l'image de la femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du ménage, qui fait à manger, qui s'occupe un petit peu de tout lié à la vie de famille, hein. Mais pour moi, ça n'avait pas non plus énormément de signification. Ça se posait même pas comme question, en fait. Il n'y avait pas d'homme ou de femme, c'était on est des humains. Après, on est conçus, les femmes avec un corps différent des hommes. C'est seulement après, en grandissant, que j'ai vraiment détecté une différence. Je pense que j'ai dû un peu faire marche arrière en me disant « Oula, pourquoi on a cette différence ?» D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, ma maman me disait « Bon, j'ai trouvé ta petite culotte, c'est bon, c'est arrivé. » Je l'ai beaucoup renié en disant « Non, c'est pas à moi. » J'avais un peu honte de ça et je pense que je rejetais vraiment l'idée d'être une femme avec tout ce que ça implique et notamment l'arrivée des règles. Je voulais peut-être pas être comme ma mère, je voulais pas non plus
On montrait vraiment l'image des femmes avec des robes toujours très bien apprêtées, avec du rouge à lèvres. Je pense que j'ai un peu refusé cette étape-là. Je me rappelle, je lui disais non, c'est pas ma culotte. Enfin bon, j'avais une grande honte de ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Ma maman m'a jamais pris à part en me disant bon bah voilà, t'arrives à 10, 11 ans, à partir de là, c'est possible que tu commences à avoir des règles. Donc je savais pas, j'allais à la découverte de quelque chose que je ne contrôlais pas et visiblement que mes parents ne contrôlaient pas non plus. On parlait pas du tout de ça avec ma maman, ni avec mon papa, et pourtant j'ai une grande sœur et on n'en a pas parlé non plus. Tout ça, c'était des sujets qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense que c'est des choses que leurs parents n'avaient jamais abordées. Du coup, pareil pour nous en fait. On devait faire nos armes toutes seules. Donc j'imagine que la sexualité, c'est pas un sujet que vous abordiez beaucoup dans votre famille. Ah bah non, pas du tout. Maintenant, en tant que femme, je l'aborde sans scrupule, quitte à les gêner un petit peu, voire les outrer. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus du tout un tabou. C'est un sujet que moi, en tout cas, j'ai décidé d'aborder. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? J'avais une amie chez qui j'allais dormir très souvent. Et son oncle avait une cassette qui s'intitulait Pocahontas. C'était pas du tout le Disney ? Ah non, c'était pas du tout Pocahontas. Oh merde. Clairement, c'était un très beau porno avec plusieurs partenaires. C'était une belle orgie. Donc, elle avait pris cette cassette en se disant, bah super, je vais pouvoir regarder à la maison ce dessin animé. Et je me souviens qu'on avait mis la cassette et on est resté bouche bée devant la télé. Et en même temps, je pense qu'on avait de la curiosité, tu sais. On s'est dit, bah attends, on va regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font, les adultes, là ? On a dû regarder un petit peu et puis on a dû entendre du bruit et il fallait pas qu'on découvre ce qui s'était passé. Donc, on a vite enlevé la cassette et on l'a cachée. Et je crois qu'on l'a gardée assez longtemps. C'était un petit peu notre précieux, tu sais, notre découverte. Qu'est-ce que j'ai comme autre souvenir ? J'avais un camarade de classe, on était petits, 7-8 ans. C'était le jour de mon anniversaire. Tous les petits camarades étaient partis, c'était la fin d'après-midi. Il m'avait dit, oui, alors si je fais un bisou sur ta zézette, tu fais un bisou sur mon zizi. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis voilà, je me souviens qu'on a fait cet échange de baisers. Je sentais qu'il y avait quelque chose un peu de honteux. Quand on est petit comme ça, on se dit, ouais, c'est les adultes qui font ça, surtout en ayant vu la cassette juste avant. Donc on était un petit peu gênés. Et tu te rappelles quand est-ce que tu as découvert la masturbation ? C'était à cette époque-là ou c'était beaucoup plus tard ? C'était vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. La sexualité, en général, semblait pour moi quelque chose de très honteux, sale. Que ce soit de me masturber ou de fantasmer ou autre. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai eu envie de pratiquer la masturbation. Et je me souviens que quand même, après m'être masturbée, j'avais toujours cette sensation d'abandon. Un peu comme quand tu fais l'amour avec un inconnu, qu'on sait qu'on se reverra plus, comme s'il manquait quelque chose. C'est vraiment une sensation que j'ai ressentie très jeune dans mes premiers rapports et dans mes premières masturbations. Même avec des garçons que tu allais peut-être revoir après ? Oui, j'étais jamais assez comblée. Et je pense aussi que quand on est jeune, on n'a pas cette éducation de la délicatesse, de la caresse après les premiers rapports. J'ai pas souvenir d'avoir eu mes premiers rapports et qu'un jeune homme soit resté, m'ait fait des caresses, m'ait rassuré. Très jeune, j'avais ce besoin-là, qu'aucun homme n'arrivait à m'apporter. Et c'est ce qui me manquait certainement aussi après la masturbation. J'avais du mal encore à comprendre que c'était juste pour moi. Ça m'apportait un bien-être personnel et qu'il n'y avait pas besoin que quelqu'un intervienne là-dedans. Et quand tu avais imaginé la sexualité ou ta première fois, est-ce que tu t'en étais fait des fantasmes positifs ou pas du tout ? Je pense pas que je fantasmais vraiment. C'était plus de la découverte et du coup, peut-être un manque d'accompagnement dans la découverte de ce corps et de son fonctionnement. La masturbation, ça fait quand même sortir en nous des tas d'émotions. Et du coup, peut-être que j'avais pas les cartes pour gérer ces émotions-là qui arrivaient. Le fait que ce soit aussi un sujet tabou dans ma famille, je savais pas où j'allais. C'était l'inconnu et les sentiments que ça évoque comme l'abandon, c'était dur d'allier ce sentiment qui arrivait après ce qu'on appelle le plaisir. Donc je me sentais mal à l'aise et j'avais un peu de gêne par rapport à ça. Et ta première fois, du coup, elle est arrivée quand et comment ? Mon premier rapport sexuel, c'était avec un copain qui avait 18 ans, moi 13 ans. Un jour, il est tombé en panne avec son scooter et du coup, j'ai demandé à mes parents si c'était possible de l'héberger à la maison.
Très grosse erreur. Ils ont dit oui. Il avait dormi dans mon lit et moi, je dormais dans un petit lit d'appoint à côté du lit. Pendant la nuit, il est venu dans mon lit, ou je sais plus s'il m'a demandé de venir dans mon propre lit. J'étais pas du tout préparée à ce qui se passait. Je savais pas ce que c'était. Donc, on va dire que je me suis un peu laissée faire. J'ai découvert, c'était une première fois. J'ai eu un peu mal, j'ai eu du sang. Tu savais que ça allait être un premier rapport sexuel? Non, je pense pas. À 13 ans, tu t'imagines un peu plus que c'est des petits bisous, des petits câlins. Enfin voilà, c'était un peu ma vision de ce qui allait se passer. Lui, ayant 18 ans, il avait envie d'avoir un rapport sexuel. Moi, j'ai pas du tout manifesté de refus. Je pense que j'avais envie d'un lien, d'un contact affectif avec lui. Mais de là à aller dire un rapport sexuel, non, je pense pas, quoi. Je pense pas du tout. Il savait que c'était ta première fois? Je lui avais dit que c'était ma première fois. Je pense qu'il a essayé de me rassurer à sa manière que ça allait aller. Il n'a pas été non plus maladroit, mais je pense qu'il s'est un peu rendu compte de l'impact de ce qui venait de se passer après coup, puisqu'il a tout de suite manifesté de la distance après le rapport. Et donc c'est là que j'ai éprouvé de la déception, de la tristesse, parce que je me suis sentie seule dans un moment où j'avais besoin de réconfort. C'était un moment quand même important pour moi. Ma première fois, en plus j'étais très jeune, c'était pas un garçon comme ça par hasard, c'était un garçon que j'admirais beaucoup et que je pensais être amoureuse en tout cas. Le fait qu'il ait pris ses distances juste après le rapport et que je sois retournée dans mon petit lit à côté et que lui se soit rendormi là, ça a créé ensuite un malaise. C'est même traumatisant. Ouais, c'est un petit peu traumatisant, ouais. Mais tu crois pas que c'est ça, ce que tu ressens? Quelque part, il m'a un peu abandonnée dans ce rapport sexuel. Cette empreinte de ce rapport-là, je l'ai conservée. Et du coup, peut-être que le fait que ce rapport se soit terminé de cette façon, j'ai peut-être toujours assimilé du coup le plaisir sexuel, la sexualité, à une forme d'abandon et de solitude et de tristesse. Si tu devais définir cette première fois, tu l'as trouvée triste? Tu l'as trouvée comment, en fait? Triste, ouais. Je le mettais un peu sur un piédestal. Le fait qu'il se soit intéressé à moi et que ce soit fini comme ça, je pense que j'ai été un peu déçue et en même temps triste et voilà, un mélange d'émotions. Est-ce que ça s'est fini tout court après? Oui. Après ça... Ok, alors juste c'est un connard. Enfin, pardon. non, mais depuis tout à l'heure, j'essayais de comprendre. Mais par contre, avoir 18 ans, dormir dans la chambre d'une jeune fille de 13 ans, la faire venir dans ton lit, coucher avec et la quitter, c'est un gros connard. C'est un gros connard, Ouais. c'est vrai. Et cette première expérience, tu pourrais la qualifier de viol? J'y ai déjà pensé. Je pense que c'était volontaire de ne pas avoir envie de mettre ce mot dessus. Et j'ai pris ça comme une mauvaise expérience. Point. Est-ce que tu en as parlé à des amis? J'ai gardé ça longtemps comme un secret et j'en ai parlé plusieurs années après à ma sœur, à des amis proches. J'ai un peu enjolivé l'histoire. J'avais pas envie d'en faire non plus un drame. Je pense qu'à l'époque, c'était encore quelqu'un qui était dans notre entourage. J'ai préféré pas faire d'esclandre. Est-ce que ça a changé l'image que tu avais de toi-même ou pas? Est-ce que ça a impacté ton estime de toi? Peut-être que c'est là que j'ai compris. Le premier rapport sexuel, quelque part, nous fait découvrir ce qu'on ne connaît pas. Nos parties intimes, la pénétration, le contact avec un homme. Enfin, j'ai découvert un peu tout en même temps. Peut-être que j'ai mis un marqueur de « c'est pas terrible » et qu'il m'a fallu peut-être longtemps avant de pouvoir le retirer. Elle a eu lieu quand, l'expérience sexuelle d'après? Au moins 2-3 ans après. Ça s'est passé comment? C'était pas terrible, non. Et je pense que si vous me demandez toutes les autres fois d'après, c'était pas terrible non plus, en fait. J'ai eu beaucoup de partenaires. Je savais qu'il y avait quelque chose de beau derrière tout ça. Du coup, j'étais un peu en quête de me chercher, de me prouver quelque chose. J'enchaînais un peu les hommes comme ça, mais avec ces anciennes expériences, je savais qu'il n'y aurait rien de leur part. Donc, je ne m'attendais à rien. J'avançais, j'ai rencontré des hommes, on avait un rapport. Pour moi, c'était normal qu'entre guillemets, ils se barrent après. C'était devenu un petit peu une coutume. Et je pense que inconsciemment, j'ai dû attirer un peu des hommes qui ne cherchaient que ça. Le message que je devais faire passer, peut-être, était que je cherchais rien d'autre qu'un seul rapport sans affection ou autre. Mais c'est ce que tu cherchais?
Je cherchais autre chose, mais en même temps en me verrouillant. Je me cherchais avant tout. C'était important, la validation du regard d'un homme? C'était ça que tu cherchais? Non, pas vraiment. Quand j'étais très jeune, je m'étais orientée tout de suite pour des styles un peu gothiques, un petit peu skateuse, des vêtements très amples, pas trop de maquillage. Quand j'ai grandi, on m'a fait un peu comprendre que j'étais pas assez féminine dans mes tenues vestimentaires. Aux alentours de 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à porter un peu des talons, des robes et tout. Naturellement, j'étais pas à l'aise. C'est parce qu'on t'a dit que t'étais pas assez féminine que t'as mis cette tenue-là, mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que t'es restée dans ce changement de tenue alors que tu t'y sentais pas bien? Je pense qu'on rentre dans un sujet qui est un peu délicat parce que ça n'a rien à voir à... C'est compliqué? Ouais, ça me touche encore, ouais. En gros, pour reformuler, quand j'avais 14-15 ans, donc je disais j'étais un peu marginale, j'avais mon petit look très punk, grunge, gothique, etc. Et ma grande sœur et ma mère m'ont fait comprendre qu'il fallait que je rentre dans la norme, en fait. J'ai une image vraiment en tête marquante. Quand j'avais 15 ans, je les ai croisés au centre-ville. J'étais très maquillée un peu, c'était la période Marilyn Manson. Donc je te laisse imaginer le teint très pâle, voilà. Je les ai croisées en ville et elles m'ont tirée par la main de force pour m'emmener chez Sephora et pour me démaquiller. Ça a été l'élément déclencheur de la suite. J'ai essayé de me rattacher à l'image que ma sœur, elle, dégageait de ce qu'il voulait, entre guillemets, que je sois. Et du coup, j'ai commencé à essayer de prendre cette allure de fille très... je portais des robes, voilà. C'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise et c'était pas ma nature, je pense. Ça justifiait en rien après ce qui m'est arrivé plus tard avec un homme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a mis dans des situations où j'étais pas confortable et où j'ai pas su Te protéger? me protéger, exactement. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé? C'était bien plus tard, hein, mais j'ai rencontré un homme un petit peu violent, un petit peu manipulateur, sachant que j'ai toujours eu beaucoup de caractère, j'ai toujours su m'imposer. Je lui faisais comprendre qu'il n'avait pas d'emprise sur moi. Et du coup, j'ai voulu mettre un stop sur cette relation. Plusieurs mois se sont passés. Je l'ai croisé au cours d'une soirée. J'étais venue toute seule. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je reste avec lui, avec ses amis. Il m'a servi 1 ou 2 verres. Arrivé à un moment de la soirée, je sais plus, ils ont décidé de partir. Et donc, ils voulaient absolument que je l'accompagne. J'ai dit non, je lui ai demandé de me déposer chez moi s'il acceptait, sinon je prenais un chauffeur. Il a vraiment insisté, il m'a dit qu'il me ramenait chez moi. J'ai un peu l'image de moi sortant de cette soirée, finissant le fond d'une bouteille de coca, sachant que j'avais très soif. Et donc, un de ses amis m'a passé cette bouteille que j'ai finie. Et donc, à partir de là, je ne me souviens de rien. Je me souviens juste m'être réveillée chez lui, je ne sais pas combien d'heures plus tard, sans téléphone portable, je ne sais pas où il était. J'ai vu des bleus partout sur mon corps. Mon corps tout entier me disait que c'était une détresse, là. Ils ont fini par revenir. J'ai, entre guillemets, pété un câble et j'ai demandé à ce qu'on me ramène chez moi, tout de suite. Quand tu dis « ils », c'est... Ils étaient plusieurs. Et c'est cet homme et les amis du bar? Oui, voilà. Quelque part, heureusement que je me souviens de rien. Enfin, mon corps, certainement, se souvient. Mais en tout cas, je me suis toujours dit, bon, bah, s'ils étaient 2, est-ce que ça s'est passé à plusieurs? Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, quand ils sont rentrés, j'ai tout de suite exigé d'un ton ferme de me reconduire chez moi. J'avais toujours pas mon téléphone portable. Une fois qu'ils m'ont déposé devant chez moi, je les ai menacés d'appeler la police si jamais ils me ramenaient pas mon téléphone dans les 48 heures. 48 heures après, j'ai retrouvé mon téléphone dans la boîte aux lettres. Je pense clairement qu'ils l'ont évincé, qu'ils me l'avaient enlevé pour pas que je puisse prévenir qui que ce soit ou m'enfuir ou appeler, voilà. Pourquoi est-ce que tu nous as dit que c'était ton changement d'allure et de vêtements, etc., qui a amené ce viol? Peut-être que j'assimile ça à ce changement de look parce que à la suite de ça, je l'ai vécu un peu comme un électrochoc, comme quelque chose de très dramatique. Parce que ça l'était. Parce que ça l'était, tout à fait. Quand j'ai vu que je plongeais un peu dans l'automutilation, mais je parle mentalement, hein, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je m'arrête de culpabiliser, que j'arrête de me sentir mal, d'être triste. J'ai pris la décision de suivre une thérapeute
qui m'a accompagnée pendant plus de 3 ans, tout au long d'un processus pour accepter ce qui s'était passé et ne pas m'en vouloir. Et puis croire aussi en moi, parce que avec le GHB, malheureusement, c'est quelque chose que finalement, on se demande toujours si c'est vraiment arrivé. Et on préférerait se dire que non. On sait en nous que c'est quand même arrivé, on sait ce qui s'est passé. Le corps, il ne ment pas sur certaines choses. On a fait vraiment un long processus de guérison, parce que quelque part, c'est ça. C'était assez marquant parce que tout au long de ce processus, je me suis vue changer, faire un retour aux sources de qui j'étais et qui je suis. Un de mes premiers réflexes, ça a été de bazarder toute ma garde-robe. Je suis revenue à mes basiques, à mes pantalons larges, à mes tenues un peu gothiques, enfin voilà. Et plus j'avançais dans la thérapie, plus je me sentais reprendre de la force. Et j'avais besoin de prouver autour de moi que j'étais devenue badass, quoi. Qu'on pouvait plus m'atteindre. Durant cette thérapie, je sais plus à quel moment j'ai pris la décision de me raser le crâne. J'ai eu l'impression un peu d'avoir l'illusion de croire qu'en rasant mes cheveux, il ne pouvait plus rien m'arriver, quoi. Parce que tu te disais, en fait, je rase mes cheveux, qui est quand même un peu l'attrait numéro 1 de la féminité, etc. Et en fait, si je rase mes cheveux, peut-être que les garçons vont plus me trouver très désirable et donc, du coup, peut-être qu'ils auront plus envie de me violer. C'est ça que tu t'es dit ? Oui, je pense. Et puis, je voulais que le message soit clair. Tu vois, je marchais dans la rue avec limite le poing serré. Du genre, il y en a un qui m'approche, je le castagne. Je pense que ça a été une étape de guérison où j'ai eu besoin de dire tu m'approches, fais attention, quoi. Je me suis un peu dit regarde la force que ça t'a donnée, regarde le changement que ça a opéré chez toi. Je suis émue un peu parce que c'est aussi un des moments que j'estime de ma vie où j'ai vraiment découvert qui j'étais dans cette difficulté. Et je pense aussi, du coup, le bonheur de retrouver cette petite fille qu'on avait démaquillée chez Sephora des années auparavant. Je dirais jamais merci à cet enfoiré, mais c'est vrai que j'ai été contente de ce que ça m'a apporté au final. On peut dire merci à toi et à ta psy. Oui, je la remercierai jamais assez d'ailleurs. J'ai été heureuse du coup de pouvoir me retrouver, vraiment qui j'étais, très à l'aise dans mes baskets, avec des craintes bien sûr, parce que ça prend des années avant de pouvoir oublier ces angoisses. Mais en tout cas, j'ai fait un super parcours grâce à ça. Je suis très heureuse aujourd'hui, après avoir fait ce long chemin-là pour me retrouver, reprendre confiance en moi. J'ai enfin rencontré un homme extraordinaire avec qui je partage d'excellents moments et avec qui on a instauré énormément de communication. Ça a été très dur au début parce que justement, avec le bagage que j'avais, les craintes que j'avais, les croyances que j'avais quand même gardées sur les rapports avec les hommes, sur une relation, c'était un petit peu dur d'accorder nos violons. Après la première année de notre relation, on a vraiment trouvé une sérénité, la confiance s'est vraiment instaurée. On s'est mis d'accord sur nos fonctionnements, sur ce qui était OK ou pas OK dans notre relation. Depuis, ça roule très bien. Est-ce que tu le ressens encore, ce petit sentiment d'abandon après, et la tristesse qui allait, ou ça s'est arrêté ? Plus du tout. Ça, c'est chouette. Je pense que ce combat de début de relation, je sais qu'il y a des fois où j'ai été tellement prise de colère, tellement submergée d'émotions, que j'ai balancé des trucs à la maison. J'ai déjà cassé des trucs, des plantes, enfin bref. Parce que j'arrivais pas à m'exprimer autrement que par la violence. Je pense que c'était toute cette colère qui avait besoin de sortir. Il a été très patient et lui aussi a exprimé un peu ses craintes parce que lui avait peur que je parte et moi j'avais peur qu'il m'abandonne aussi. L'un comme l'autre, on était hyper angoissés d'être abandonnés. Finalement, après 1 an, on a réussi à se rassurer. C'est devenu vraie complicité. On est amoureux, on est des amis, on est en même temps des fois des frères. Enfin, c'est un peu glauque, mais on est très complémentaires. C'est ta famille. Ouais, voilà, c'est ma nouvelle famille. Et voilà, on est vraiment très heureux. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu l'aimes ? J'ai appris à l'aimer. Après donc ce viol, j'ai découvert une autre facette de mon corps. J'ai découvert et accepté qu'il était très fragile aussi et qu'il fallait que je fasse mon maximum pour le chérir, etc. Toutes ces dernières années, en tout cas, j'ai appris à de plus en plus l'aimer, à l'accepter tel qu'il est et aussi à l'écouter.
Et notamment en décembre 2022, j'ai créé mon entreprise. Après 9 mois de travaux, j'ai été vraiment focalisée sur l'ouverture. Ça faisait 2 mois et demi que je venais de commencer mon activité. J'ai commencé à me sentir très fatiguée. J'ai eu de l'urticaire, des bleus, rien d'alarmant. Et puis bon, je mettais aussi ça sous le coup de la fatigue, de l'ouverture de l'entreprise, du surmenage. Je ne me suis pas du tout inquiétée pour ma santé. Ça s'est un peu aggravé un matin car j'ai commencé à avoir des saignements de nez. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis allée voir mon médecin traitant qui trouvait ça étrange. Du coup, elle s'est renseignée auprès de l'autre dermato du cabinet médical d'à côté pour lui poser des questions sur des plaques rouges également que j'avais sur le visage. Et du coup, elle a pris une photo, elle a envoyé au dermato qui a dit que ça pouvait ressembler à une maladie auto-immune. Le seul moyen de savoir, c'est de m'envoyer au laboratoire d'analyse pour faire une prise de sang. Je suis allée de toute urgence au laboratoire pour faire cette prise de sang. Je suis retournée à mon commerce et puis je me suis sentie vraiment très fatiguée. J'ai demandé à mon conjoint qui reste sur place pour s'en occuper le temps que je rentre. En arrivant à mon domicile, je me suis rendu compte que j'avais 2-3 appels en absence et un message sur répondeur de mon médecin généraliste. Quand j'écoutais le message, mon médecin m'expliquait que les résultats de ma prise de sang, c'était des résultats d'une personne qui était soit sous chimio, soit qui avait une leucémie. C'est comme si le mot leucémie, tout mon corps avait réagi, quoi. Je sentais que c'était ça. C'est comme si j'avais pu mettre enfin un mot sur tous les symptômes que j'avais ressentis ces dernières semaines, quoi. Donc je l'ai rappelée. Elle me dit on a transmis votre prise de sang au CHU le plus proche. Vous devez vous y rendre le plus tôt possible. Là, ils vous attendent de toute urgence pour pouvoir vous hospitaliser. Faites une valise et prenez pas mal d'affaires parce que vous n'allez pas ressortir avant un long moment. C'était vraiment un effondrement, quoi. J'ai appelé mon conjoint qui était au magasin, donc, et je lui ai demandé de fermer et de me rejoindre pour pouvoir m'emmener à l'hôpital. S'en est suivi une panoplie d'examens. Pendant une semaine, on savait très bien que c'était une leucémie. Maintenant, ils ont besoin d'avoir les résultats des examens pour détecter quel type de leucémie c'est et de savoir quel traitement va pouvoir être réalisé et d'en savoir plus tout simplement sur mon état de santé général. J'ai dû faire d'autres examens comme le dentiste, comme un scanner, enfin des choses comme ça. C'est courant, les leucémies à 30 ans? Je me suis posé la même question quand on m'a détecté la maladie. Apparemment, ça peut arriver à tous les âges. Les symptômes que tu as eus, ce sont ceux qui potentiellement peuvent annoncer une leucémie? J'ai l'impression que le corps manifeste des symptômes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Puisque le message du corps, c'est de dire « Oh, il y a quelque chose qui tourne pas rond ». Donc, il déclenche pas vraiment de symptômes standards qu'on peut avoir, comme des migraines ou des choses comme ça. Moi, par exemple, les troubles du sommeil que j'avais, c'était vraiment très important. J'avais jamais eu ça. Et je sentais que mon sommeil était très, très perturbé. Tu disais que tu t'étais pas inquiétée au début quand tu avais eu de l'urticaire et des bleus. Ça a duré combien de temps entre le moment où tu as eu tes premiers symptômes et le moment où tu t'es alarmée à cause des saignements de ton nez? Je dirais 3 semaines. Les symptômes se sont aggravés, les énormes bleus. Au début, je me suis dit que j'ai dû me cogner. Ça passait un petit peu inaperçu. Les troubles du sommeil, ça pouvait être lié à l'ouverture du magasin. Moi, les saignements de nez, j'en avais jamais eu de ma vie. Donc tout de suite, ça m'a alertée. Comme si ces signes-là, qui étaient vraiment occasionnels, qui n'étaient jamais arrivés, étaient là pour me dire attention, il y a quelque chose qui cloche. Chaque symptôme varie en fonction des patients. Étant donné que c'est quand même un cancer du sang, ça circule dans tous les endroits de notre corps. Donc, on va dire que ça peut se manifester par toutes les parties du corps. Et est-ce que les médecins ont su te dire depuis quand la maladie, elle était là? Je sais pas. Alors, même au début de mon hospitalisation, et même encore aujourd'hui, je suis super dans le flou sur cette maladie, en fait. On ne sait pas exactement depuis combien de temps on l'a. Visiblement, le fait que ce soit une leucémie aiguë myéloïde, le terme aigu voudrait dire qu'elle se serait déclenchée sur une courte durée, qui expliquerait aussi qu'elle ait besoin d'être traitée très rapidement. Il s'est passé vraiment juste 1 semaine entre les examens
et le début de ma véritable hospitalisation, puisque j'ai été transférée dans un service avec des chambres stériles, avec des sas où les gens ne peuvent pas rentrer comme ils veulent, où on ne peut pas sortir de la chambre. C'est un véritable enfermement, quoi. Mon fonctionnement, je suis quelqu'un de très manuel, j'adore bricoler, je suis tout le temps en extérieur, je suis hyper active et tout. Donc, c'est pas du tout mon type de fonctionnement de rester à lire, à bouquiner, à faire des mots fléchés, chose que j'ai développée. Pas le choix. Je suis rentrée dans cette chambre stérile et j'en suis pas ressortie avant 6 semaines. Je l'ai su avant de rentrer dans le service, quand on m'a expliqué que je déménageais de chambre et que j'allais donc au service stérile, qui est spécialisé dans les leucémies et maladies du sang, parce que c'est un secteur qui doit être très protégé. Les va-et-vient ne sont pas autorisés. On nous explique le processus, c'est-à-dire c'est une chimio qui dure 7 jours, qui a pour but de mettre le système immunitaire à zéro. Qui dit système immunitaire à zéro dit une période de grande fragilité, parce qu'on n'a plus de globules blancs. Et étant donné que ce cancer du sang, moi, a été ciblé dans les cellules souches qui produisent les globules blancs, il fallait anéantir ces globules, donc anéantir mon système immunitaire. Ils vont faire d'abord cette première chimio. Ils laissent un temps pour voir justement comment le corps se remet après la chimio et évaluer la disparition des cellules cancéreuses. Ils vont seulement par la suite donner un protocole. Et donc là, ils vont décider combien de chimio on va devoir recevoir, combien d'hospitalisations et si oui ou non on fait une greffe de moelle osseuse. Moi, on m'avait déjà parlé de cette greffe car je suis jeune, même si c'est un protocole qui est très très lourd. Il y avait de fortes chances de réussite, donc ils ne voulaient pas prendre de risque d'une rechute. Ils préféraient tout de suite aller vers une greffe. Et étant donné que mes résultats sur la première chimio étaient très bons, ils ont à ce moment-là décidé de m'orienter vers la greffe de moelle osseuse et ils ont donc commencé des recherches par rapport aux donneurs. Encore une fois, j'ai eu de la chance, je dois avoir une bonne étoile. Ma sœur est semi-compatible avec moi et j'avais 3 donneurs sur la liste européenne de donneurs compatibles avec moi. 3, c'est beaucoup. Il y a des gens qui continuent à avoir des chimios en attendant de pouvoir avoir une greffe de moelle osseuse. Ils attendent parce qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs pour le nombre de receveurs qu'il y a. J'avais 3 donneurs compatibles à 100%, mais qui ne sont pas de la même génétique. Et j'avais donc ma sœur qui était compatible à 50%, mais de la même génétique. Ils m'ont demandé de choisir, ce qui est très délicat. Je leur ai demandé de suivre un protocole qui aide la recherche, que ce soit un ordinateur qui choisisse en fonction de leurs besoins de résultats, en gros. Ils ne savaient pas établir ce qu'il y avait de mieux entre une moelle osseuse 100% compatible, mais qui n'était pas des mêmes gènes que toi, ou une moelle osseuse à 50% compatible, mais avec les mêmes gènes. Ça peut être équivalent. Ça peut être équivalent, voire la personne génétiquement compatible à 50% peut être finalement sur du long terme plus viable. Pour pouvoir prouver cela, ils ont besoin d'avoir des personnes qui confient un peu leur sort à la recherche. Et du coup, moi, j'ai dit OK, parce que je voulais pas prendre cette décision par moi-même, et puis je voulais un petit peu laisser faire les choses, tout simplement. Et donc, c'est ma sœur qui a quand même été sélectionnée pour pouvoir me donner sa moelle osseuse. Tout s'est très bien passé. On a fait cette greffe. Donc, je suis sortie après ma 3e hospitalisation. En tout, j'ai fait 15 semaines d'hospitalisation en chambre stérile. J'en suis sortie en avril 2023. Comment ça se passe, une greffe de moelle osseuse ? Le mot greffe fait très peur. On reste dans notre chambre. Ça se passe par intraveineuse. C'est une petite poche, comme une poche de plaquettes ou de sang. Et ça dure entre une demi-heure et 1 heure, je crois. Et après, il faut juste laisser la nouvelle moelle prendre place tout doucement dans le corps. Et pour ta sœur, la ponction de moelle osseuse ? C'est sous anesthésie générale. Ils vont ponctionner en bas du dos avec 2 grosses aiguilles et ils prélèvent autant de moelle qu'ils le peuvent en fonction du donneur. Et puis, c'est tout de suite envoyé en laboratoire et ma sœur a été renvoyée en chambre. Elle s'est réveillée tout doucement et elle a pu sortir le lendemain. Est-ce que tu sais comment on fait pour devenir donneur de moelle osseuse ? Il suffit d'aller à l'hôpital, de faire des examens sanguins et ensuite fait partie d'un registre. Et le jour où il y a un receveur qui a besoin de moelle osseuse, eh bien à ce moment-là, il te contacte et il s'organise pour que tu puisses venir donner ta moelle osseuse.
Ça se conserve pas, quoi. Ah non, pas du tout. Je sais qu'en tout cas, pour moi, ça a été prélevé le matin chez ma sœur. Je la recevais en début d'après-midi. Ça demande beaucoup d'organisation entre la synchronisation des chambres disponibles, du donneur, de son état de santé, s'il se sent bien, s'il n'est pas malade, si la place au bloc, enfin tout ça, quoi. La greffe s'est bien passée, puisqu'à aujourd'hui, en 10 mois, mon corps n'a pas manifesté de signe de rejet. Donc pour l'instant, ils estiment que tout va bien. Mais ils ont toujours une réserve. En général, ils préfèrent que le patient ait des symptômes de rejet. Ça montre qu'il y a une réaction, plutôt que de ne rien avoir. Les médecins m'en ont parlé, de me refaire un don de moelle, mais par un autre moyen, pour refaire un peu réagir le greffon. À partir du moment où tu reçois cette greffe et où elle prend, et j'imagine qu'il se passe quelques semaines pour checker que tout se passe bien, à ce moment-là, est-ce que ton corps repart à zéro ? Ah oui, tout à fait. Tout reprend à zéro, puisque récemment, j'ai reçu mes premiers vaccins, comme les nourrissons. On reçoit une nouvelle carte de receveur, un nouveau groupe sanguin. Enfin, ma sœur était du même groupe sanguin que moi, donc j'ai pas eu de changement, mais ils m'ont quand même réattribué une nouvelle carte de groupe sanguin. Est-ce que les médecins, ils ont été rassurants avec toi ? Parce que j'imagine que tu devais avoir peur. Quels sont les mots qu'ils ont eus ? On va dire que les médecins, avant tout, ils sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Hein. Enfin, je vais vous le dire de la même façon qu'ils me l'ont dit. On va essayer de vous sauver la vie. Dieu merci, la médecine évolue. Il commence à développer de plus en plus de... On dit plus médecine parallèle, on dit médecine complémentaire, je crois. Et les hôpitaux font de plus en plus intervenir des hypnotiseuses, des relaxologues. Il y a quand même un accompagnement, mais ça reste quelque chose qui fait partie du protocole. Et les médecins sont pas là pour nous faire miroiter que c'est gagné. Ils vont juste nous dire ce qu'il en est de la maladie, ce qu'ils peuvent faire. Et on ne parle pas des chances de réussite, on ne parle pas de la force d'esprit qui est nécessaire aussi pendant ce combat. J'ai fait la grosse erreur d'aller sur Google quand j'ai su que c'était une leucémie aiguë myéloïde. Et autant vous dire que sur Google, on annonce qu'il n'y a pas beaucoup de chances de guérison, alors que la médecine a beaucoup évolué sur la leucémie. Donc il y a quand même aujourd'hui beaucoup de chances de réussite. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Je vous dis clairement, la première hospitalisation, on s'est dit un peu adieu avec mon conjoint, quoi. Pendant ces 6 semaines, tu avais le droit de le voir ? Oui, heureusement. Mon conjoint pouvait venir quand il voulait. Il a été très présent. Il est venu tous les jours. Mes proches aussi, ma sœur, ma maman. J'ai été quand même très, très soutenue. Quelque part, ça a été un peu pour moi un moteur pour me rassurer, me dire qu'il fallait que je me batte et tout. Et aujourd'hui, on considère que tout est revenu à la normale ? Non, c'est là que ça devient assez délicat comme sujet parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la chimio, de l'hospitalisation pour tous les cancers tels qu'ils soient. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la vie après cette chimio pour aller remettre le système immunitaire à zéro. C'est que ça a été quelque chose de très très fort. De là à perdre tous ses cheveux, perdre ses sourcils. On parle beaucoup de la chimio, mais on ne parle pas beaucoup de tout ce qui s'ensuit. Pour mon cas, comme mon retour à domicile, toutes les nausées, le traitement qui est très lourd, la fatigue, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup parce qu'on se dit, entre guillemets, c'est bon, on est sain et sauf, donc on ne peut plus vraiment se plaindre parce que c'est bon, t'as été sauvé, t'as eu la greffe, t'es saine et sauve, oui. Mais le retour a été vraiment très difficile. Je me souviens, la première semaine, je pleurais tous les jours en disant je vais retourner à l'hôpital, je me sens pas. Je suis quand même passée d'un secteur stérile, complètement fermé, à un retour à domicile, où on peut toucher à tout, on peut se faire à manger. J'avais très envie de sortir, mais quand je suis sortie, je me suis dit je vais retourner à l'hôpital. Et en même temps, je voulais pas du tout y retourner, mais c'est quelque chose, je trouve qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. J'étais inquiète qu'on vienne plus prendre ma tension 4 fois ou 5 fois par jour. Enfin, c'est vraiment une angoisse constante. On se sent pas vraiment en sécurité à la maison, on se sent pas encadré. Surtout que mon conjoint continuait à travailler, il continuait à vivre sa vie. Donc c'était des longues journées toute seule à la maison, à attendre qu'ils reviennent, à me sentir très faible. C'était très très dur et c'est encore très long puisqu'aujourd'hui je suis toujours en arrêt maladie.
En mars, ça fera 1 an que j'ai reçu cette greffe. C'est seulement à partir de mars-avril qu'on peut envisager une reprise du travail en ayant toujours au quotidien des problématiques. Notamment dans notre vie intime avec mon conjoint, on ne parle pas de ce qui se passe sur le plan sexuel, rien que par rapport au fait que la chimio peut rendre stérile. C'est un sujet que moi, j'ai abordé auprès des médecins, mais qui n'est pas venu... C'est un peu quelque chose que je leur ai reproché et que du coup, j'ai exigé pendant mon hospitalisation, avoir quelqu'un pour savoir ce qu'il en était de ma stérilité, si c'était sûr ou pas, ou comment je devais envisager les choses. Et du coup, c'est là qu'ils m'ont envoyé vers un centre de PMA pour pouvoir poser les questions, parce qu'eux ne pouvaient pas y répondre. Ils savaient pas ce que ça allait faire, la chimio, sur ton corps. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, les médecins ne sont pas aptes à répondre sur ça. J'ai exigé de consulter un organisme PMA. C'est là qu'ils m'ont dit que concrètement, la chimio que j'allais recevoir est très forte, que prélever mes ovocytes, c'était trop tard, parce que j'allais prendre un risque de me réinjecter par la suite les cellules cancéreuses, car ça se met dans toutes les chairs, étant donné que c'est un cancer du sang. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé de me prélever mes ovaires, les couper en petits morceaux, de les mettre dans des tubes et de les congeler. Et si la médecine évolue, ça peut prendre, d'après eux, entre 3, 5 ou 10 ans. Mais si c'est dans 3 ans, ça voudrait dire que potentiellement, on aurait pu reprendre mes ovaires, les traiter pour enlever les cellules cancéreuses et remettre que les parties saines. Ça se passait bien sûr sous anesthésie générale. Et donc, je leur ai fait comprendre que là, j'avais déjà assez de choses à vivre et à encaisser. De base, nous, on avait souvent parlé qu'on ne souhaitait pas avoir d'enfants. Après, on est encore jeune, on a encore de possibilités. Donc, c'est vrai que nous, de premier aspect, on souhaitait pas... C'était préserver une possibilité plus Préserver une possibilité, exactement. Et puis, en savoir plus un petit peu sur comment ça se passe, la chimio. Rien que le fait que je dise « Oh, tiens, ça peut te rendre stérile », c'est que ça a un gros impact... là-dessus. Donc, pour moi, c'était normal que je me renseigne sur ce qui allait se passer. Et du coup, à date, vu que tu n'as pas fait le prélèvement des ovaires, est-ce que tu sais si aujourd'hui tu es considérée comme stérile ? Pour l'instant, c'est pas encore sûr parce que le centre de PMA m'avait demandé de revenir dans 1 an pour en savoir un petit peu plus sur mes conditions. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Mais par exemple, je sais que lors d'une de mes visites il y a quelques mois chez le professeur qui suit la greffe, qui m'a balancé dans le bureau comme ça, vous êtes en ménopause. J'ai dit pardon ? Oui, de toute façon, il y a de fortes chances que vous soyez en ménopause précoce. Et je dis attendez, j'ai 33 ans. Pourquoi je serais en ménopause précoce ? On nous explique rien. On est lâché dans la nature. Déjà, tout au long de l'hospitalisation, ce n'est que, en ce qui me concerne, fissure anale, hémorroïdes, où les médecins n'ont rien à nous donner. On n'a aucun autre accompagnement là-dessus. On rentre, c'est toujours les mêmes difficultés. Aujourd'hui, même après bientôt 1 an de ma greffe, j'ai encore des sécheresses vaginales, ce qui entraîne le fait qu'on n'ait plus de rapport intime avec mon conjoint, ou quasiment plus, parce que ça entraîne des peurs. Durant mon hospitalisation, il m'avait donné une pilule contraceptive en continu, due au manque de plaquettes, etc. Il y a des années, j'avais fait mettre un stérilet en cuivre. Pour moi, c'était hors de question de remettre une pilule contraceptive. Donc, dès que je suis rentrée de l'hôpital, j'ai arrêté cette pilule. Et aujourd'hui, ils me disent « Ah bon, mais vous l'avez arrêtée, mais vous pouvez tomber enceinte ». Et j'ai eu aussi de nombreux échos de femmes qui auraient eu un cancer, où les médecins leur auraient dit « Vous êtes stérile », et qui, 1 an après, se retrouvaient enceintes. Nous, on a décidé de quasiment plus avoir de rapport pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus. Parce que moi, j'ai choisi d'arrêter la pilule contraceptive et c'est pas le moment d'être enceinte pour moi. Et puis, dû aux sécheresses vaginales, c'est suite à ma demande qu'on m'a donné des ovules, ce genre de choses, de crème à mettre. Mais c'est toutes ces choses que je trouve qui manquent énormément d'accompagnement, que ce soit pendant l'hospitalisation, de préparer, de la même façon qu'ils proposent de la relaxation, de l'hypnose. Ce serait vraiment bien d'envoyer une personne compétente pour pouvoir nous expliquer
ce qui va se passer, le retour à la maison, le retour à la vie intime, tout ça, c'est vraiment flou. Dans tous les cas, quand on sort du chimio sur le plan sexuel, c'est pas notre préoccupation dans les premières semaines, ni même les premiers mois de rémission. Notre priorité, c'est d'aller bien. Heureusement, mon conjoint, c'était aussi sa préoccupation. C'est toujours à mon rythme, voilà. On essaye un petit peu quand même. Parce qu'aujourd'hui, l'envie, elle est revenue? Ah oui, très. Je l'ai retrouvée assez rapidement. Après, ça a été un peu la déception quand je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens, quoi. Parce que quelque part, on a toujours le même corps, mais il est plus du tout le même. Et je pense aussi que c'est pareil pour beaucoup d'autres personnes. On n'en parle jamais. On parle jamais de témoignages de personnes en rémission qui ont des difficultés, qui ont perdu leur sexualité, qui ont des ménopauses précoces, des bouffées de chaleur, etc. Que ce soit à n'importe quel âge, hein, c'est le néant. On ne sait pas du tout à qui s'adresser. Même quelque part, une gynécologue ne pourra pas plus que ça, malheureusement, nous renseigner sur... elle pourra faire un état des lieux, je dirais, du corps, en disant, bon, bah voilà, ça fonctionne, ça fonctionne plus. Mais là, on parle vraiment d'un accompagnement. Tous les mois, je vois le spécialiste de ma greffe. De la même façon, je pense que ce serait important de voir quelqu'un pour parler de tout ça. Au début, quand je suis partie de l'hôpital, personne ne m'a dit de ne pas arrêter ma contraception. C'est uniquement quand j'ai dit aux médecins que j'avais arrêté la contraception qu'ils m'ont dit « Oula, non, stop, il faut pas, même sur le plan infectieux ». Mais je veux dire, c'était déjà trop tard. C'est pas quelque chose d'évident. Pour moi, si je suis rentrée chez moi, que je suis plus en chambre stérile, que je nécessite plus de plaquettes, de sang, c'était ça aussi l'idée en mettant une pilule en continu. C'était pour pas qu'il y ait de perte de sang, étant donné que j'étais très faible, pas de règles. Donc c'était un peu obligatoire. Mais je veux dire, à aucun moment on m'a dit non, il faut pas arrêter en sortant, non, il faut pas avoir de rapport sans contraception. Ça a été dit qu'une fois que j'ai entamé le sujet. Et je trouve ça grave parce que c'est dans les salles d'attente, on est nombreux patients à avoir eu ce genre de maladie. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse pouvoir aller voir des spécialistes de ça, des gynécologues qui sont spécialisés dans les symptômes post-chimio, le retour à la vie, à l'intimité, etc. Du coup, aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps? C'est un peu dur. Même si mon conjoint me dit oui, on y va à ton rythme, il n'y a pas de souci, qu'il est très bienveillant vis-à-vis de tout ça, c'est quand même comme si j'avais perdu quelque chose en moi, sachant que ça faisait pas de nombreuses années que j'étais très à l'aise avec mon corps, très à l'aise avec la sexualité. C'est quand même une grande déception de me dire qu'on n'a pas eu finalement tant de temps que ça pour explorer une sexualité vraiment heureuse, sans angoisse, sans stress. J'en veux pas du tout à mon corps. J'essaie de l'accompagner au mieux qu'il peut. Et puis, j'essaie d'être tolérante avec lui. Même si j'ai envie de faire l'amour avec mon conjoint, je me dis aussi, attends, quand le moment se présentera, ça viendra. N'essaie pas de te forcer, n'essaie pas de... Parce que je me dis aussi, on peut avoir peur de se dire, est-ce qu'il va pas me quitter? Est-ce qu'il va pas aller voir ailleurs? Puisqu'on n'a plus de vie sexuelle. C'est quand même un peu angoissant. J'ai quand même des cicatrices à certains endroits où il y a eu les cathéters, où il y a eu tout ça. Il y a quand même eu la perte de mes cheveux totale. Même au bout d'1 an, là, j'ai plus de poils aux aisselles. Ils m'ont jamais autant manqué, ces poils. J'ai même fait une espèce de rébellion post-hospitalisation où je faisais des photos de mes poils et je postais exprès sur Instagram parce que nombreux sont les amis que j'ai qui ne se permettraient jamais dans leur couple d'avoir des longs poils. Mais je leur faisais comprendre qu'après une chimio où on perd l'intégralité de nos poils, j'ai été heureuse de les voir revenir et du coup, il est hors de question que je les coupe. Et est-ce que tu saurais dire aujourd'hui ce qui t'effraie ou ce qui te rebute dans la sexualité? Le fait d'avoir des sécheresses vaginales, j'ai peur d'avoir un rapport et que ça me fasse mal. Malgré qu'on puisse mettre des lubrifiants, etc., c'est pas la même chose. Est-ce que t'as pas peur de te rendre compte que c'est plus comme avant? Si, je pense. On dit toujours qu'on se rend compte de l'importance de quelque chose quand on le perd, et c'est vraiment le cas. Et aujourd'hui, des fois, je reviendrai en arrière pour les moments où j'ai pu dire
un peu la flemme, pas envie de faire d'efforts. Aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir avoir un rapport épanoui. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que le corps va revenir comme il était ? Alors, je pense que non. Aujourd'hui, c'est un des gros points qui est difficile à vivre. Tu peux en parler à d'autres personnes que ton conjoint de ça ? J'en ai parlé un petit peu à mes proches, oui. À vrai dire, ils n'ont pas non plus de réponse. Ou même à un psy ? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. J'ai pas trouvé la personne avec qui j'avais envie encore de partager ça et de faire un travail dessus. Mais j'aimerais bien, justement, parce que c'est le changement du corps. Et puis bon, le fait aussi de rester enfermé à la maison, parce qu'on n'a pas le droit de s'exposer, de moins sortir, de moins bouger. Et le fait que je sois aussi immunodéprimée, ça m'empêche, surtout en hiver, de pouvoir faire bouger, sortir comme je veux. Donc c'est aussi des longues journées encore à la maison. Donc heureusement, j'ai un petit chien et donc je fais beaucoup de marches et de balades. Mais sinon, c'est des longues journées à rester un peu sans rien faire, quoi. Donc j'essaye de m'occuper comme je peux. Mais les journées, parfois, peuvent être longues. Tu seras immunodéprimée toute ta vie ou est-ce que, justement, comme un nourrisson, à un moment, tu finis par avoir un système immunitaire viable et fort ? Oui, justement, avec les derniers vaccins que j'ai faits, tout doucement, les globules blancs qui reprennent leur place, qui se développent et qui, du coup, deviennent de plus en plus nombreux et forts. Je vais retrouver, oui, un système immunitaire toujours un petit peu en dessous de la norme, mais quand même solide. Qui n'entravera pas ton quotidien ? Non, je pense pas. Mais je pense que on reste un peu marqué par tout ça. Et j'espère, en tout cas, aussi pour les autres, que je saurai garder certains réflexes, comme le port du masque dans des endroits publics, lorsque il y a des périodes avec beaucoup de virus, tout ça. Je pense que ça restera quelque chose dans mon quotidien sur lequel je préférerais être prudente plutôt que de m'exposer à un virus qui pourrait me rendre très vulnérable et fragile. Et par rapport à une autre personne qui a un système immunitaire normal, je mettrais peut-être le double de temps avant de guérir. Quand vous avez eu le diagnostic de la maladie avec ton conjoint, vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Ça nous a vraiment renforcés. Ça a créé d'autres liens et puis en même temps, je pense qu'il m'a vue dans des phases les plus vulnérables. Peut-être qu'il y a des gens qui ont seulement ce genre de vision sur l'autre au bout de 10 ou 15 ans de vie commune. Là, c'est vrai qu'il a eu à les vivre dans nos débuts de relation. Enfin, bon, dans nos débuts de relation, ça faisait tout de même 2 ans, mais en tout cas, c'est sûr que ça nous a vraiment renforcés. Je pense qu'il y a eu des moments très durs pour lui pendant mon hospitalisation où j'étais un peu infecte. J'avais l'odorat décuplé, la moindre odeur me dégoûtait. Et du coup, je supportais pas certaines odeurs, donc je lui demandais de se reculer. Donc c'était un peu dur pour lui, qui faisait tous ses efforts pour être auprès de moi, de se rendre compte que, en fait, je le repoussais un petit peu. Donc il y a eu des moments un petit peu délicats, je sais, où il a un peu souffert, mais où il a essayé d'être fort et présent. Donc je pense que ça nous a renforcés, oui. T'arrives à te projeter un peu dans la suite ou pas ? J'essaye de pas trop me projeter, mais on a dû quand même envisager un petit peu les choses pour l'avenir par rapport à déjà à notre commerce. Vous l'avez gardé ? Oui, on l'a gardé. Pour l'instant, on est toujours un peu dans la réflexion par rapport à ça, mais on est en train justement d'essayer de régler tout ça et de prendre des décisions, de s'organiser pour de quelle façon on voit l'avenir sur le plan professionnel et sur le plan personnel. En tout cas, c'est sûr qu'après avoir traversé ça, on se dit, on revoit nos priorités et on essaye de pas s'arrêter sur des petits détails du quotidien sans importance. Donc ça peut réduire aussi éventuellement les désaccords où on se dit qu'il y a plus grave et que c'est pas un problème et puis on fait avec et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait peur de vieillir ? Non, parce que justement, je pensais même pas pouvoir vieillir. Il y a quelques mois de ça, j'envisageais pas d'avenir. Donc maintenant, pour moi, d'avoir la chance de pouvoir vieillir auprès de l'homme que j'aime, d'être en bonne santé, si tout continue à bien se dérouler comme ça, j'ai envie de faire plein de projets, même si j'essaye de pas trop en faire parce que il faut vivre au jour le jour et voilà. Mais en tout cas, non, ça me fait plus peur.
C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et surtout, qu'est-ce qui était important pour toi ? Je vous ai suivi et écouté depuis pas mal d'années maintenant. À chaque fois que j'écoutais un épisode, je me disais ce serait bien un jour de pouvoir faire entendre ma voix. Bon, après, les choses font qu'on n'a pas le temps, ou on remet à plus tard, ou on se dit finalement, est-ce que mon histoire va les intéresser ? Enfin voilà, on se pose toujours plein de questions. Et puis, après la maladie, je me suis dit, il n'y a pas de meilleur moment que là, sachant ce qu'on traversait par rapport à la sexualité, à tous les problèmes post-chimio. Eh bien, je me suis dit, c'est le moment d'aborder ce sujet-là. Et j'espère aussi que d'autres personnes ou d'autres femmes, ou pourquoi pas des gynécologues, qui se passionnent pour l'après-maladie, pour pouvoir aider peut-être des gens. Je me dis, c'est un peu petite bouteille à la mer, en se disant si ça peut aider quelqu'un et en même temps, si ça pouvait faire réagir la médecine. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.